Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est dimanche comme chaque dimanche et aujourd'hui j'ai mis mon plus beau poncho pour parler d'histoire. Alors ça n'a aucun rapport mais j'ai quand même mis un poncho. Alors, de quel type d'histoire on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler, une fois n'est pas coutume, de l'histoire des associations puisque c'est un peu le sujet du mémoire. C'est normal du coup qu'on aborde le sujet. Et en fait à travers la question de l'histoire des associations, on va poser une question un peu plus vaste qui est la question de: sur quoi, un pouvoir s'appuie-t-il pour gouverner? Parce que, en ce moment, les associations, on a vu, ces dernières années que ça devenait des organes du pouvoir, en fait. Une armée de réserve, du pouvoir pour exécuter des tâches que le pouvoir n'exécute plus ou ne veut pas exécuter directement. Et donc en fait, en s'intéressant à l'histoire des associations, on s'est aussi intéressé à la manière de qu'est-ce que c'était, en fait? C'est ces sortes de corps intermédiaires entre le sujet ou le citoyen, enfin le sujet citoyen et l'État. Et donc en fait, là, on a pas mal de réponses qui nous sont venues. Et la première, c'est qu'en fait, les corps intermédiaires, ça a très longtemps existé, en France, au Royaume de France et même avant. Donc je vais vous faire petit rappel des faits. Donc je vais remonter jusqu'à la fin de l'Empire romain parce que j'ai envie. L'Empire romain, il est devenu chrétien, au 3e, 4e siècle, officiellement et donc le clergé a commencé à s'installer, l'Église, romaine a commencé à s'installer partout dans ce qui sera le royaume de France. Et avec les invasions barbares et la chute de l'Empire, avec la prise de Rome et le démantèlement complet de l'Empire occidental, en fait, les nomades barbares qui arrivaient de Germanie, donc les Francs, les Gauls, les Ostrogoths, les Saligots, voilà, tous ces gens-là, et bien quand ils ont voulu construire des royaumes, ils devaient s'appuyer sur ce qui existait. Et il n'y avait plus grand-chose, puisqu'il n'y avait plus d'empire romain, avec lesquels auparavant ils faisaient des liens de collaboration, c'est-à-dire qu'il y avait des barbares qui venaient s'installer, servir sous l'Empire romain, donc il y avait un peu des arrangements, ils pouvaient même faire des royaumes parfois. Donc là, il n'y avait plus rien. Donc ils ont dû un peu s'appuyer sur ce qui existait déjà pour gouverner. Donc sur quoi ils se sont appuyés? Ils se sont appuyés bien sûr sur le droit romain, dont on bénéficie encore aujourd'hui en grande partie, et aussi sur le clergé. Parce que le clergé, il organisait le territoire en paroisses, et il était déjà bien installé. Ils n'avaient pas des volontés trop politiques, même s'ils en avaient, c'était pas autant que les barbares. Donc en fait, ils se sont appuyés sur les clergés pour gouverner, donc sur ces cas intermédiaires finalement entre le pouvoir politique et les sujets. Pareil pour la suite, c'est-à-dire que le roi avait des seigneurs qui faisaient appliquer son autorité sur le point de vue local en fait. Donc encore une fois, il y avait un intermédiaire. Après, se sont constituées les corporations. Alors les corporations, qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant. Ce sont des corps de métier. Donc par exemple, vous avez la corporation des menuisiers, la corporation des artisans, des tailleurs de pierre, etc. Et donc en fait, la corporation, ça fonctionnait comme... c'est assez particulier. Donc c'est un groupement d'individus qui fonctionne un peu à huis clos, c'est-à-dire qu'en gros, on rentre dans la corporation en tant qu'apprenti. Après un certain nombre d'années à travailler, à apprendre le métier, on passait compagnon. Et si on était un bon compagnon, on pouvait passer maître. Et alors là, c'était genre cadre la République en marche, quoi. On ne nous arrêtait plus. Et donc en fait, ces corporations, c'était l'antithèse du capitalisme. Parce qu'en gros, elles pouvaient fixer leur prix, elles avaient un monopole. Et ça, c'est fondamental. Elles avaient un monopole sur la production de leurs biens. Donc elles pouvaient fixer leur prix. Et elles pouvaient directement parler avec le roi ou les seigneurs sur ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Et elles étaient très puissantes. Parce qu'elles avaient un monopole. Et donc si elles n'étaient pas contentes, et ben, ça avait vraiment un impact puisque plus personne ne produisait. Si la corporation des gens qui faisaient des pieds de table décidait de ne plus produire de pieds de table, et ben, il n'y avait plus de pieds de table du tout partout dans le royaume. Donc c'était un peu la merde pour, euh, pour le royaume. Et ces corporations, elles vont être abolies après la Révolution française en 1791 par la loi dite la loi du Chapelier. Et alors là, c'est un peu la merde. Parce que, pourquoi déjà, pourquoi ils abolissent pourquoi la Révolution abolit les corporations? Parce qu'en fait, pour la Révolution, pour les révolutionnaires et pour l'homme des Lumières, il ne doit rien avoir entre l'État et le citoyen. Et les corporations, c'est un entre-deux, finalement, parce que c'était justement ce qu'on appelait les corps intermédiaires. Donc ces corps intermédiaires sont dissous
Et alors ça va être un peu compliqué de tout réorganiser parce que c'était comme ça que fonctionnait la production en Royaume de France depuis presque 1000 ans. Et donc après, les associations ont été très mal vues par le pouvoir politique parce qu'ils voyaient ça comme un risque de retour au corporatisme tout au long du 19e siècle. Alors par exemple, sous le Premier Empire, les associations de plus de 20 personnes étaient interdites, sauf si elles étaient approuvées par les autorités publiques. Sous la Restauration, pareil, pas trop d'associations. Il y a une liberté associative qui arrive sous la Seconde République. Bon, comme elle dure à 3 ans, enfin 4 ans, pas forcément un franc succès. Après, l'Empire revient, l'Empire contre-attaque. Et donc là, pas trop d'associations non plus, une méfiance, pareil, parce qu'ils voient ça comme des risques d'agitation de gauchistes ou de socialistes. Et donc, que va-t-il se passer? Et donc, en fait, Napoléon III, il a été un discours assez intéressant, où il veut faire en fait de Paris la capitale de la charité. Il veut que la charité à Paris rayonne comme Byzance. Il veut que Paris rayonne comme les villes de l'Antiquité. Forcément, c'est un rapport avec l'Empire, ce qui est tradition divine. Il veut que Paris, ce soit la Rome de la grandeur, enfin, la Rome des Antonins. Le hasard fait bien les choses. Et en fait, il y a deux courants d'associations ou de trucs de charité. Vous avez d'un côté les socialistes, qui donc ce sont des traditions un peu ouvrières, alors c'est un peu c'est pas uniforme du tout, hein, c'est un peu un mélange de plein de gens, mais il n'y a pas de marxistes, parce que pour les marxistes, ça éloigne de la lutte des classes et des rapports de production. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez les associations et la charité chrétienne, catholique, très répandue. Et donc là, c'est une tradition plus de patron, paternaliste, de charité, où il y a quand même une exigence de contrôle social et moral derrière. C'est-à-dire, on te donne à bouffer, mais tiens-toi, quoi. Fais pas n'importe quoi. Tout ça pour dire qu'on arrive en 1901. Et donc, en 1901, il y a la fameuse loi de 1901 sur la liberté d'association. Et donc, à partir de là, plein d'associations se créent. On estime quand même qu'avant 1901, il y avait quand même environ 40 000 associations de fait, donc pas déclarées, mais qui existaient, des groupements de personnes. La plupart œuvraient pour des œuvres de charité. Et donc, à partir de 1900, les associations se créent, elles augmentent au fur et à mesure, tout va bien dans le meilleur des mondes. Première Guerre mondiale, bon, petite pause sur les associations, vous vous en doutez bien, parce que c'est un peu le bordel. Nous arrivons au 6 février 1934. Alors le 6 février 1934, c'est terrible, hein, c'est les ligues d'extrême droite. En gros, c'est les gilets jaunes de l'époque, quoi, qui viennent un peu foutre la merde sur la République après plein de scandales politiques, notamment l'affaire Stavinsky, si ça vous évoque des choses. Et donc sous les slogans de « Abat les voleurs », toutes les ligues d'extrême droite défilent. Donc vous avez l'Action française, vous avez les Croix de Feu, et puis mais vous avez aussi des cocos qui viennent un peu... C'est un peu... On a dit que c'était que des gens d'extrême droite, mais il y avait un peu de tout quand même, donc voilà. Mais alors là, c'est un peu inquiétant pour le pouvoir, pour le pouvoir républicain, parce qu'il est quand même assez récent, genre finalement ça fait que 60 ans que c'est la République en France, et c'est pas complètement acquis finalement l'aspect républicain de la France, et l'Action française est très puissante à l'époque, donc le retour du roi n'est pas loin. Et donc, après ce coup d'État ou ce coup de force manqué du 6 février 1934, la République va prendre peur et donc va dissoudre les associations. Et donc finalement, là, c'est le début de la prise de contrôle de l'État sur les associations. Alors là, on peut s'estimer que c'était à raison, puisque la survie même de la République était menacée par les associations, par ces ligues d'extrême droite. Et en fait, donc sous Pétain, bien sûr, les associations juives et communistes seront interdites. Et après la guerre, les associations continuent à prendre en puissance, À partir de mai 68, elles vont toucher d'autres sphères de la vie publique. Et par contre, à partir des années 80, comme on l'a vu, elles vont se faire manger par le système de contrat. Et donc nous, on étudie des collectifs qui se sont libérés de cet asservissement de l'État. Donc soit ils en sont conscients et ils doivent faire avec, mais ils s'en sortent, ou soit ils n'en sont pas conscients, mais ils ont décidé de ne plus être dépendants de l'État et de faire ce que l'État leur demandait de faire par la politique du contrat. Et c'est quand même intéressant, puisque là, on voit en fait sur quoi s'appuie l'État pour gouverner partout. Il ne peut pas être partout, l'État ne peut pas être dans tous les foyers, dans toutes les maisonnées.
Et donc en s'appuyant sur des associations, il peut justement étendre son emprise. Et on sait que le néolibéralisme veut avoir de l'emprise partout, hein. C'est pas du tout un État minimaliste, c'est un État qui va être présent dans toutes les sphères de la société. Et donc ce renouveau associatif, en s'appuyant sur la tradition associative française de groupement et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir, mais pas forcément une indépendance, pas un isolement par rapport au pouvoir, il est indépendant du pouvoir et il peut aller vers lui. Il y a un peu un retour aux corporations, à cette tradition corporatiste ben on existe, on est fort. Enfin, ils sont pas encore très forts, mais espérons-le, le deviendront-ils. Mais on peut négocier avec le pouvoir sans être dépendant de lui. Si une association qui dépend énormément de subventions publiques commence à dire oui, non, mais là on va pas faire ça, bah, l'État va tout simplement dire bah, on vous donne plus de pognon et c'est la fin pour l'association. Donc la liberté d'action est très limitée pour certaines associations. Et n'oublions jamais qu'on travaille pour qui nous paye. Et donc voilà, c'est un peu compliqué d'aller cracher dans la main qui vous nourrit. Donc on a vu que les associations et les groupements de citoyens, c'était un peu plus complexe que juste des gens qui se réunissaient pour faire on sait pas trop quoi. Ça a vraiment un rôle politique fondamental puisque c'est dessus que peuvent s'appuyer les États pour se construire ou pour étendre leur mode d'action. Quand il y a un changement profond des groupements citoyens, des associations de sujets ou de citoyens, ça change beaucoup de choses pour le pouvoir en place. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à étudier quand on veut comprendre comment marche un État et comment éventuellement le faire changer ou lui mettre la pression. Eh bien c'est tout pour moi, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.